Bonjour, nous sommes Lilian Cabarou et Olivier Aragon. Nous sommes deux étudiants de première année à l'IUT de Tarbes en génie mécanique et productique. Nous allons vous présenter notre projet S2. Le mécanisme que nous avons étudié lors de ce semestre est une scie sabre électrique. Elle est peu encombrante, peu dangereuse d'utilisation et efficace. Nous allons organiser notre présentation en vous présentant les étapes de la première à la sixième. L'étape 1 consiste en l'identification des classes d'équivalence. L'étape numéro 2 consiste en l'analyse fonctionnelle du produit. Ensuite, l'étape numéro 3 est l'étude spécifique de chaque pièce du mécanisme. Puis l'étape numéro 4 est l'analyse cinématique et l'étape numéro 5 est une analyse statique du mécanisme. Et pour finir, l'étape 6 consiste en l'analyse des solutions techniques qui permettent de faire translater la lame. Tout d'abord, voici l'étape numéro 1 qui est l'identification des classes d'équivalence. Tout d'abord, nous avons déterminé les trois sous-ensembles de notre système. À partir de là, nous avons trouvé les liaisons entre chaque sous-ensemble. Avec toutes ces informations, nous avons alors pu faire le graphe des liaisons. Comme vous pouvez le constater, il y a une liaison engrenage entre le SE-axe et le SE-moteur, une liaison encastrement entre le SE-moteur et le SE-contenant, et enfin, une liaison glissière entre le SE-contenant et le SE-axe. Après avoir bien analysé le fonctionnement de la scie sabre et tout en s'appuyant sur le graphe des liaisons que nous avons établi précédemment, nous avons pu créer le schéma cinématique correspondant. La lame se trouve au bout de la liaison glissière représentée en rouge sur notre schéma. Voici l'étape 2, qui est l'analyse fonctionnelle du produit. Donc voici l'expression du besoin, autrement appelée la bête à cornes. Nous nous sommes demandé à qui sert la scie, sur quoi elle influe et dans quel but. Nous pouvons voir que le but est de couper la matière souhaitée à l'aide de la scie sabre. Ici, nous avons établi la pieuvre de notre système. Pour cela, nous avons cherché les interacteurs qui ont une influence sur la scie et nous avons attribué une fonction contrainte à chaque interacteur. Enfin, nous avons deux fonctions principales qui relient chacune l'interacteur. Par exemple, la FP1 qui relie le client et l'objet à découper. Ça signifie que la scie doit permettre au client de réussir à découper l'objet sans problème. Ici, nous avons le cahier des charges qui répertorie toutes les fonctions, donc les deux fonctions principales et les 7 contraintes. Nous pouvons voir qu'à chaque fois, nous avons défini une phrase pour chaque fonction, commençant par un verbe à l'infinitif. Ensuite, nous les avons catégorisés en mettant des F0, F1 ou F2 en fonction de leur importance. Grâce à ce cahier des charges, nous avons pu établir le FAST. Le FAST permet de décomposer la fonction pour déterminer comment la respecter. Vous pouvez voir que la FP1 a 4 catégories à respecter, comme mettre la lame en mouvement, diriger le mouvement de la lame, fournir une énergie et mise en fonctionnement du système. Si une de ces 4 n'est pas respectée, alors la fonction principale ne pourra pas être validée. La fonction principale de adapter la lame en fonction de la matière à découper a 2 points respectés. Choisir la bonne longueur de la lame en fonction de l'épaisseur à découper et aussi la matière de la lame en fonction du matériau découpé. Nous pouvons voir à droite que la FT1.1 et FT2.1 sont les solutions pour respecter les fonctions précédentes. Cette diapositive et la suivante sont les fonctions contraintes et leurs solutions pour qu'elles soient respectées. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez pour lire notre FAST. Nous avons déterminé la chaîne d'énergie. Tout d'abord, nous branchons la scie sabre sur le secteur pour alimenter le moteur. Ensuite, les fils distribuent le courant dans le corps, puis le rotor et le stator convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. Enfin, la transmission est réalisée par la tige moteur à la roue crantée jusqu'à l'axe et aux porte-lames. Par la suite, nous avons construit l'organigramme technique du produit, autrement appelé OTP. Il permet de décomposer grossièrement le mécanisme en plusieurs parties pour visualiser son fonctionnement et toutes les pièces qui le composent. Voici l'étape 3 qui est l'étude spécifique de chaque pièce. Ici, vous pouvez apercevoir le mécanisme réalisé sur le logiciel CATIA. Il va nous permettre à comprendre comment fonctionne la machine
et ensuite nous aider à visualiser l'intérieur du mécanisme. Ici est représenté grossièrement le mécanisme. Vous pouvez voir que le moteur en bleu distribue une énergie mécanique grâce à sa tige dentée qui est imbriquée dans la roue dentée. Sur cette roue, il y a un pion rouge qui va créer une rotation. Cette rotation va elle-même entraîner la translation de la plaque grise qui est fixée à l'axe. Et cet axe a la lame fixée au bout qui va créer cette action de découpe. Nous avons établi la gamme de démontage de la scie sabre. On peut voir les différentes étapes qui permettent de démonter le mécanisme en partant de la scie entière jusqu'à une version totalement démontée. Vous pouvez voir sur la gauche que nous partons du boîtier et ensuite nous nous retrouvons avec deux ensembles, l'ensemble moteur et l'ensemble contenant. À chaque fois, nous procédons comme cela en faisant différents ensembles d'un ensemble. Ensuite, nous arrivons aux dernières pièces, tout à droite, avec la lame, la plaquette carrée, le transformateur rotation et le cube de maintien. Nous allons maintenant vous présenter l'étape numéro 4, qui est l'analyse cinématique de notre mécanisme. Dans l'étape numéro 4, il nous était demandé de faire l'étude du mécanisme à l'aide des lois d'entrée-sortie. Tout d'abord, nous vous rappelons le schéma cinématique de notre système. Avant toute chose, nous avons dessiné un schéma qui résume la situation. Sur ce schéma, nous retrouvons la pièce numéro 0 qui est le bâti. Ensuite, la roue crantée qui est la pièce numéro 1. Puis le pion qui se trouve sur la roue crantée au niveau du point C sur notre schéma et qui est la pièce numéro 2. Et enfin, l'axe sur lequel est fixée la lame et qui est la pièce numéro 3. Le long rectangle représente l'encoche qui se trouve dans la plaque sur laquelle est fixé l'axe. Nous avons ensuite déterminé les mouvements des pièces les unes par rapport aux autres. Tout d'abord, le mouvement de la pièce 1 par rapport à la pièce 0 est une rotation circulaire autour de l'axe OZ. Ensuite, le mouvement de la pièce 2 par rapport à la pièce 3 est une translation rectiligne d'axe CX0. Ensuite, le mouvement de la pièce 3 par rapport à la pièce 0 est une translation rectiligne également, mais suivant l'axe OY0. Et enfin, le mouvement de la pièce 2 par rapport à la pièce 0 est une rotation circulaire autour de l'axe OZ. Et pour finir, nous avons défini deux référentiels. Le premier sur le bâti qui est le référentiel 0 et le deuxième qui est le référentiel 1 et qui est le référentiel de notre roue crantée. Durant cette étude, notre but était de déterminer la vitesse de la pièce 3 par rapport à la pièce 0. Autrement dit, la vitesse de notre lame par rapport au bâti. Pour cela, nous avons d'abord calculé la vitesse au point C de la pièce 2 par rapport à la pièce 0 en la décomposant en V de C de 2 par rapport à 1 plus V de C de 1 par rapport à 0. Sachant que la vitesse de C de 2 par rapport à 1 est nulle, nous en avons conclu que la vitesse de C de 2 par rapport à 0 était égale à la vitesse de C de 1 par rapport à 0. Après plusieurs calculs, nous pouvons en conclure que la vitesse au point C de la pièce 2 par rapport à la pièce 0 était égale au rayon fois θ' y1. Ensuite, pour calculer la vitesse au point C de la pièce 3 par rapport à la pièce 0, nous avons dû la décomposer en V de C de 3 par rapport à 2 plus V de C de 2 par rapport à 0, sachant que nous venions de calculer la vitesse au point C de 2 par rapport à 0. Il nous restait alors à calculer V de C de 3 par rapport à 2, et nous avons trouvé comme résultat Rθ' fois sinus θ x0. En additionnant ces deux vitesses, nous avons pu en conclure que la vitesse au point C de la pièce 3 par rapport à la pièce 0 était égale à Rθ' fois cos θ y0. Voici maintenant l'étape numéro 5, qui est une analyse statique de notre mécanisme. Dans cette étape, il fallait déterminer le couple que doit fournir le moteur si une force de 50 N est appliquée sur notre lame. Nous avons commencé par faire un schéma de la situation, en prenant en compte la roue crantée qui est la pièce numéro 2 et la tige moteur qui est la pièce numéro 1. Z2 est le nombre de dents de la roue crantée, et il y a 51 dents sur cette roue crantée, et Z1 est le nombre de dents sur la tige moteur, et il y a 7 dents sur cette tige moteur. Nous savons que le couple de la tige est multiplié par le rapport Z2 sur Z1, et on obtient alors le couple de la roue. La relation suivante en est extraite, et qui est C2 qui est le couple de la roue, qui est égal à Z2 sur Z1 fois C1 qui est le couple de notre tige.
Ensuite, nous savons que C2 est égal à P sur oméga, et que P est égal à F fois oméga R. Ainsi, nous pouvons simplifier les oméga et en déduire que C2 est égal à F fois R. Et après calcul, C2 est égal à 0,625 Nm. Pour finir, nous avons pu déterminer le couple C1 en multipliant le couple C2 que nous venions de calculer par le rapport Z1 sur Z2, ce qui nous a donné C1 est égal à 0,086 Nm. Le moteur doit donc fournir un couple de 0,086 Nm pour que la lame puisse translater malgré une force de 50 N. Voici l'étape 6 qui est l'analyse des solutions technologiques. Lorsque le moteur se met en marche, il entraîne la rotation d'une tige crantée. Elle entraîne une roue crantée dans sa rotation et sur cette dernière se trouve un pion qui entre dans une encoche située dans la plaque translatrice. Le pion étant excentré en tournant, il va entraîner la plaque translatrice qui va alors translater. Elle est accrochée à l'axe sur lequel la lame est fixée. Ainsi, la lame va translater à une vitesse importante et scier la matière. Il existe d'autres solutions techniques permettant de créer une translation pour ce type de système. On peut observer un exemple sur la gauche de la diapositive. Le projet S2 a été pour nous une très bonne expérience. Tout d'abord, il nous a permis de découvrir les différentes facettes de la création d'un produit jusqu'à sa production. Nous avons pu mettre en application une grande partie des différentes matières que nous avons étudiées au cours de cette première année d'IUT. Ce travail nous a également permis d'améliorer notre connaissance des travaux de groupe et nous avons dû mettre en place une organisation bien précise pour mener à bien ce projet. Par exemple, Lilian s'est plutôt chargé de la partie CAO avec le logiciel Katia et moi plutôt de la partie calcul. Nous avons réuni nos forces pour être le plus efficace possible. Ce projet a été une expérience très enrichissante malgré les conditions difficiles liées au confinement. Merci de votre attention et merci de nous avoir écoutés.